On en parle ce matin avec Laurent-Yves Liénard. Vous êtes avocat spécialisé notamment dans le droit des armes. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Nous sommes également avec Yves Goletti, le président de la Chambre syndicale nationale des armuriers. Bonjour et merci d'être dans Focus Première. Et Mathias Tesson qui a enquêté. Vous avez enquêté sur 3 tueurs récents, 3 forcenés qui ont fait la une de l'actualité ces derniers jours. Qu'avez-vous appris d'abord ? Oui, on a enquêté à la fois sur Frédéric Limol, Valentin Marconne et Thierry Dupin. Frédéric Limol, c'est cet homme qui abat 3 gendarmes à Saint-Just dans le Puy-de-Dôme en décembre 2020. Et ce dernier, il obtient en 2018 son autorisation de détention d'armes en tant que tireur sportif. Précisément 2 pistolets et un fusil semi-automatique. Sauf qu'il y a des plaintes qui existent contre lui. Au moins une plainte et une main courante de son ex-compagne. Les gendarmes par ailleurs étaient avertis que l'homme était dangereux. Pourtant, ces informations ne remontent jamais ni au club de tir, ni au médecin qui donne à chaque fois un avis favorable, ni même à la préfecture qui finit par donner son accord, des services qui sont censés communiquer entre eux pour autoriser in fine la détention d'armes. Pour Valentin Marconne, c'est un petit peu différent. Lui, il a abattu son patron et un collègue dans les Cévennes. Son casier judiciaire est vierge, il détenait au total une 12aine d'armes, toujours en tant que tireur sportif. Sauf que là, c'est le renseignement humain qui a un petit peu failli, car selon ses déclarations, eh bien, cela faisait près de 3 ans qu'il portait un gilet pare-balles pour venir au travail. Il a expliqué également aux enquêteurs qu'il venait depuis plusieurs mois avec son arme de poing toujours sur son lieu de travail. Dans ces cas-là, est-ce que l'enquête de personnalité ou de voisinage a été suffisante ? Enfin, Thierry Dupin, quant à lui, il était simplement inscrit aux fichier des personnes interdites d'acquisition ou de détention d'armes. Pourtant, il possédait une arme de chasse alors qu'il avait été condamné à de la prison ferme pour violence aggravée conjugale. Maître Liénard, lorsqu'on écoute ce constat, est-ce que on ne se dit pas qu'il manque un maillon dans la chaîne ? Oui, évidemment, un maillon de réaction. En fait, le problème, c'est le diagnostic de la dangerosité de quelqu'un. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic ? C'est très compliqué. Il faut dire d'abord que la réglementation des armes est la plus draconienne d'Europe en France. Que dit la loi ? Alors que dit la loi ? La loi dit que vous ne pouvez pas avoir une arme létale si vous n'êtes pas chasseur ou tireur. Et à chaque fois que vous allez acheter une arme, il va y avoir une consultation des fichiers, notamment le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires. Et si vous avez été entendu en qualité d'auteur d'infraction, vous n'aurez pas la possibilité de conserver cette arme. Donc la réglementation, elle est bien faite et les contrôles sont très sévères. Très il y a sévères. Vraiment des contrôles. Il y a des contrôles tous les jours. Moi, j'ai des clients qui m'appellent parce qu'ils font l'objet d'un arrêté de dessaisissement. Parce que 5 ans ou 6 ans auparavant, ils ont donné une gifle sur un parking de supermarché à quelqu'un. Et la préfecture les dessaisit de leurs armes. Donc il y a vraiment un contrôle et une activité des préfectures aujourd'hui en matière de sécurité qui est très dense, très dense. Mais on a le sentiment qu'il y a un très grand écart entre ce que vous dites et la réalité. C'est-à-dire qu'on a l'impression que des armes, il y en a un peu partout. Alors, en fait, non, parce que là, vous prenez 3 cas. Ce sont effectivement 3 cas sur 200 000 détenteurs d'armes, tireurs sportifs, et 1 million de chasseurs. Donc, vous avez 3 personnes qui ont effectivement décompensé avec des armes à feu, mais globalement, 999 pour 1000, les détenteurs d'armes sont des gens parfaitement paisibles. Le fait est que quand on a une arme... Officiel, bien sûr. Officiel. Ouais. Parce que on a tous des armes chez nous, on a tous des voitures et tous des couteaux. Donc si on décide de passer à l'acte homicide, on peut le faire sans arme à feu. Mais ensuite, on peut se procurer des armes à feu par le marché noir, c'est assez facile. On peut les voler. Vous l'avez vu, cette policière municipale qui a été poignardée, on lui a volé son arme de service. Tout ça est évidemment possible. Il ne faut pas oublier que la détention d'armes en France, elle est importante et elle est paisible. Les chasseurs sont des gens très rigoureux et les tireurs sportifs sont des gens aussi très rigoureux. Il y a beaucoup d'armes illégales. Il y a beaucoup. Est-ce qu'on peut l'évaluer, ça ? Non, c'est impossible. Le chiffre noir est estimé entre 10 et 20 millions d'armes. On parle de millions d'armes illégales Parce en que France. Quand on regarde le fichier FINIADA, d'ailleurs, vous voulez bien nous expliquer ce que c'est ? Alors, le FINIADA, c'est le fichier des interdits de détention d'armes, c'est-à-dire des gens qui ont commis une infraction et à la suite de l'infraction, ils ont été inscrits sur ce fichier. Ils ne pourront plus être chasseurs, ils ne pourront plus être tireurs sportifs, ils ne pourront plus détenir d'armes. Il y avait 33 000 personnes, un peu plus en 2018, 55 000 en 2019, 78 000 en 2020. C'est un chiffre qui a quasiment doublé donc en 2 ans. Vous l'expliquez comment ? Alors ça, c'est le travail des préfectures. C'est que les préfectures recherchent les antécédents judiciaires des gens en permanence et en permanence trouvent des gens qui ont des antécédents judiciaires et décident de les inscrire au FINIADA. C'est une activité quotidienne des préfectures. Sauf que par exemple, dans le cas de Thierry Dupin, le dernier forcené en date, il était inscrit sur le fichier FINIADA, il avait des armes. Alors, il avait une arme illégale. Il avait réussi à se procurer une arme qu'il ne détenait pas légalement.
C'est le souci. C'est que quand on sort par la porte, on peut rentrer par la fenêtre. Bon, est-ce qu'on a un vrai sujet autour des armes illégales? Parce que tout le monde sait qu'il est très facile, sur le web ou le dark web d'ailleurs, très facile de se procurer une arme. Est-ce qu'on a des moyens suffisants, légaux, pour lutter contre ce genre de trafic? Non, on n'a pas de moyens légaux, c'est extrêmement difficile. L'accès aux armes est possible par le dark web ou par des réseaux terroristes ou des réseaux de grand banditisme. Lutter contre ça, ça demanderait un maillage, ça demanderait une surveillance, ça demanderait des croisements de fichiers qu'on ne s'autorise pas à faire. Donc on n'a pas les armes pour le faire, c'est le cas de le dire. Et il ne faut pas oublier que la totalité des attaques terroristes que nous avons eues en France ont été faites avec des armes illégales. Il n'y en a pas une, évidemment, avec des armes détenues légalement. Donc le problème, ce n'est pas la réglementation de la détention d'armes, qui est bien faite. Le problème, c'est le diagnostic des gens dangereux. Quand on voit un gars qui, depuis 3 ans, va à son travail avec un gilet pare-balles, on peut quand même faire remonter ça à la gendarmerie, qui peut faire remonter ça à la préfecture en disant il y a quand même un problème. À partir du moment où il a une arme sur lui, c'est totalement illicite. Le port d'armes étant interdit. Donc à partir du moment où il a une arme sur lui et qu'il est vu avec une arme, il faut que cette information remonte au service de l'État. Bien sûr. Mathias, je disais il y avait 78 000 personnes qui figuraient sur le fichier d'interdiction du port d'armes. On connaît le profil de ces gens-là? Eh bien écoutez, c'est des personnes qui ont soit été condamnées pour différents faits, la plupart du temps pour des faits relativement graves. On parle de meurtre, de viol, d'agression sexuelle, ou alors c'est des gens qui font l'objet d'une procédure judiciaire de dessaisissement d'armes ou de remise d'armes, c'est-à-dire qu'ils sont censés remettre dans les plus brefs délais leurs armes puisqu'ils n'en ont plus la détention officielle. Ça peut être par exemple des armes de famille qu'on s'est transmis de génération en génération, et dans certains cas, eh bien, ils doivent les remettre aux autorités, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous parliez tout à l'heure d'une réglementation qui fonctionnait bien. Néanmoins, on peut dire qu'il y a quand même un projet de réforme en ce moment qui va se dérouler entre le service central des armes qui gère ces questions-là et le ministère de l'Intérieur, avec des propositions notamment de davantage d'interlocuteurs locaux qui pourraient signaler les individus potentiellement dangereux et détenteurs d'armes. C'est une solution, ça ? Oui, c'est une solution. Je vous ai dit, le problème, c'est le diagnostic. Donc, plus tôt on fera le diagnostic des gens dangereux et plus tôt on pourra accéder à ces gens et leur interdire la détention d'armes et le passage à l'acte meurtrier, mieux c'est, évidemment. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même des excès. Quand vous dites au Finadair, il y a des gens qui font l'objet d'infractions graves. La gifle sur le supermarché 10 ans auparavant, c'est inscription au Finadia. Et la personne qui est tireur sportif depuis 10 ans et qui n'a jamais plus posé de problème se retrouve dessaisie de ses armes. Ça, c'est une réalité quotidienne aujourd'hui. Merci à tous les deux. Il est pile 8h30.